retour sur Africa 24, la 3e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique se poursuit. La lutte contre le terrorisme a été au centre des réflexions. La lutte contre le fléau et l'extrémisme violent revêt un enjeu de premier ordre pour l'avenir du continent. Cette question est au cœur de la 3e édition du Forum Paix et Sécurité en Afrique qui s'est ouvert ce lundi 5 décembre à Dakar. Africa 24 vous propose de suivre toujours ces débats, toujours en direct de la capitale sénégalaise. Donc le temps est venu d'aborder cette dernière séquence, ce dernier panel de ces 2 jours de travaux autour du 3e forum sur la paix et la sécurité ici à Dakar. Ce panel, vous le savez donc, est composé par deux chefs d'État qui sont ici à la tribune, le président Macky Sall qui est l'hôte de ce sommet, de ce forum. Ensuite, le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il y a également la présence du président du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca. La présence du vice-président de la Libye, chargé de la réconciliation nationale, dont le gouvernement est reconnu par la communauté nationale, Moussa El Koni. La présence également à saluer du Premier ministre du Mali, Modibo Keïta. Et puis enfin, ensuite le Premier ministre du Togo, Komi Selom Klassou. Et enfin, la présence du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Alors, cette séquence va se dérouler concrètement sous forme de dialogue, mieux qu'un exposé de chacun des hauts dirigeants présents à cette tribune. On a choisi avec leur accord la formule d'un débat, d'un dialogue éclairé et éclairant autour des principales questions sécuritaires qui ont été exposées il y a quelques instants par le ministre Mankeur Ndiaye, les questions sécuritaires qui ont été soulevées, analysées, décortiquées par les experts pluridisciplinaires, des militaires, des chercheurs, des universitaires et autres qui ont participé donc à cette dizaine d'ateliers qui se sont tenus au cours de ce 3e Forum international de Dakar. Des travaux axés sur les thématiques génériques que sont principalement la lutte contre le terrorisme, les crises politiques armées que connaissent beaucoup de régions d'Afrique, depuis même dès le lendemain des indépendances et ces crises qui perdurent, la sécurité maritime qui va de la piraterie en passant par les trafics de drogue, d'êtres humains, à la pêche illégale, le crime organisé transfrontalier et bien sûr les réponses à apporter à toutes ces menaces à l'échelon des États, mais aussi en termes de coopération interafricaine et internationale. Il ne s'agira pas enfin dans ce panel des chefs d'État et de hauts dirigeants de se borner à des constats, mais de tenter de cerner des solutions, de formuler des recommandations face à ces diverses menaces sécuritaires qui minent à la fois la stabilité de nos États africains, hypothèquent bien sûr leur développement et plombent leur essor économique. Un dernier mot sur la forme de ce débat. Le temps de parole de chacun d'entre vous, Excellence, sera au maximum de 3 minutes, un peu comme ce qui se passe, la règle du jeu à l'Assemblée nationale du Sénégal. Chaque minute, donc, pour répondre à chacune des questions qui vous seront posées. En étant bref, on favorise sans doute un débat à la fois dynamique, audible et peut-être plus attractif pour votre auditoire présent ici et parmi lesquels bien sûr des journalistes, des consoeurs et confrères sénégalais et étrangers. Voilà, sans plus tarder, je me tourne vers le chef de l'État du Sénégal, Monsieur le Président Macky Sall, hôte donc de cette rencontre où tous les continents sont représentés et le ministre Mankeur l'a rappelé, pour vous demander comment pourriez-vous nous résumer, Monsieur le Président, les enjeux de cette édition 2016, cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous remercie, Hassan Diop. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, remercier les chefs d'État et de gouvernement présents, mais aussi toutes les délégations qui ont rehaussé par leur présence cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Au président Buhari, je sais combien ces charges sont importantes, puisque le Nigeria, en dehors de ces défis majeurs, fait face à un groupe terroriste redoutable par sa barbarie, Boko Haram. Et grâce à ces efforts,
et également à sa détermination. Je pense que la bataille est en train d'être gagnée au Nigeria contre Boko Haram et partout ailleurs en Afrique. Je voudrais donc le remercier pour avoir pris de son temps. Il en est de même pour mon ami le président Fonseca du Cap-Vert. Je le remercie très sincèrement d'être venu. Le vice-président de la Libye, on remercie également. On sait combien la Libye aujourd'hui est frappée par le radicalisme extrême et par la déchirure. Trouver le temps de venir apporter aussi son message à ce forum mérite d'être salué. Et saluer le Premier ministre du Togo, M. Klassou, tout comme le Premier ministre Modibo Keïta, du Mali, qui sont venus aussi représenter leur chef d'État, mais saluer particulièrement la présence de Jean-Yves Le Drian, qui a toujours été présent et qui en réalité est co-organisateur, je dois dire. En tout cas, qui dès le départ a beaucoup soutenu le forum, s'est personnellement impliqué pour sa réussite. Maintenant, pour en revenir à votre question, le thème de cette année a été l'Afrique face à ses défis sécuritaires. Regard croisé. Regard croisé pour des solutions efficientes. À travers le libellé de ce sujet, on voit bien que la problématique qui est posée n'est pas une problématique locale. Elle n'est même pas une problématique régionale, mais elle est une problématique globale. Le terrorisme aujourd'hui se manifeste sous différentes formes. L'extrémisme, le radicalisme se voit aussi bien dans les sociétés développées, dans les pays de l'Europe, des États-Unis, d'Asie, mais il se manifeste également en Afrique sous différentes formes. Alors, il faut qu'on essaie de voir, et au cours des débats, je suis sûr que les gens ont essayé de cerner les défis sécuritaires qui se posent aujourd'hui et essayer d'appréhender les interactions par rapport à ces défis. Par exemple, comment traquer les flux financiers illicites qui sont en réalité des sources d'alimentation du terrorisme. Il y a la question de trafic d'argent, trafic d'armes, trafic de toutes sortes, trafic d'êtres humains, trafic de drogue. Alors, comment essayer de maîtriser ces fléaux dans un espace tel que l'espace sahélo-sahélien, au moment où nous avons en même temps, pour des besoins d'intégration, des lois communautaires qui assurent la libre circulation des personnes et des biens. Donc il y a là une sorte de paradoxe, mais il faut allier les besoins d'intégration aujourd'hui qui font que nos citoyens circulent dans les 15 États membres sans passeport. Sur la simple carte nationale d'identité, on peut passer d'une frontière à l'autre, et en même temps les impératifs de sécurité, les contrôles aux frontières, l'échange d'informations entre services de sécurité, mais aussi au-delà de l'Afrique, il faut que le même dispositif soit élargi vers nos partenaires, qu'il s'agisse de nos partenaires européens, asiatiques ou américains. Puisqu'avec la mobilité mondiale, on sait également combien les terroristes font le déplacement et parfois en sens inverse. Nous avons connu ici au Sénégal, il y a 2 années, 2 à 3 ans, des mouvements de jeunes, parfois binationaux, qui quittaient la France, qui venaient au Sénégal pour après reprendre un vol de la Turquie, se rendre en Turquie et aller en Syrie. Donc on voit bien qu'on fait face à un problème global qui nécessite des réponses globales, des réponses concertées entre services, mais aussi qui nécessite des ripostes évidemment sécuritaires. Et à ce niveau, je pense que la force multinationale qui lutte aujourd'hui dans la zone du bassin du lac Tchad, avec le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun, mérite d'être renforcée. Et je salue l'effort de la France dans ce cadre, mais aussi des autres puissances internationales qui viennent accompagner l'action de ces pays pour neutraliser définitivement le groupe Boko Haram. Bravo, hein? Monsieur le chef d'État, le chef du gouvernement, bonjour. Chers confrères et chers consoeurs, merci d'être là. Président Bouhari,
le président Macky Sall vient d'aborder le problème des forces mixtes et de la force mixte qui, avec les armées du Nigeria, ont pu, depuis votre avènement, il y a plus de 500 jours, contenir Boko Haram dans cette partie du Sahel. La question que je suis tenté de vous poser, vous, Nigeria, première puissance de la CEDEAO, vous, Nigeria, une des plus grandes puissances africaines, est-ce que cette stratégie militaire sur le terrain est la seule arme à utiliser pour faire face à Boko Haram et à des mouvements qui lui sont semblables? Est-ce qu'au-delà des forces armées, il n'y a pas une autre forme de lutte pour faire face à ce défi qui est à la fois idéologique et doctrinaire? Je vous remercie. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Boko Haram, we met it. Nigeria has 774 local governments. At the time we came in, they are holding 14 of those local governments in the northeastern part of the country. We have to reorganize the military to engage them. Those who live in Nigeria and especially in the northeast know that Boko Haram is no longer holding a single of the 774 local governments, but they have developed a system of IED explosives, improvised explosive devices, and they indoctrinate girls, mostly teenagers, and send them to soft targets, churches, mosques, marketplaces, and cause casualties. Even that is becoming very rare. I think Boko Haram shot themselves on the foot when they give their principle as religious connotation by killing children in their schools, killing people worshiping in the mosques and churches, and saying Allahu Akbar. This is a major contradiction. No religion advocates hurting the innocent. You can't kill people and say Allahu Akbar. You either don't know what you are saying or you don't believe it. And our people in Nigeria were quick to understand that. So recruitment for Boko Haram became progressively difficult. But when they declared loyalty to ISIS, again, another dimension developed. ISIS, as you all know, have resource base in Iraq and Syria. But there was no evidence that it was making much difference in Nigeria. Again, we are lucky. We have loyal and conscientious neighbors, Cameroon, Chad, Niger. And the formation of multinational joint task force by the Lake Chad Basin Commission, comprising Cameroon, Chad, Nigeria, and Benin, and dedicating a number of troops in certain places so that we can operate jointly if necessary, helped a lot. Not more than 4 weeks ago, I spoke with the president of Chad, and I was pleased a number of Chadians and Nigerians that were in Boko Haram are surrendering to him en masse. The good news I have is that the end of rainy season has come in that region. The multinational joint task force are in their respective positions, and at an agreed time,
they need to move and move simultaneously and spontaneously, and for us, see the end of Boko Haram. We are now operating in Sambisa forest. So, as far as Boko Haram is concerned, in Lake Chad Basin Commission area, I think they are done for. The main problem in Nigeria now is the other terrorist group in the southern part of the country. And the threat there is in the Gulf of Guinea itself. That's from here to Angola, where stolen Nigerian crude is being illegally transported, and where installations offshore are being subverted. So, for all intents and purposes, we are in control of the situation in Nigeria, and we are using the leadership, both ethnic and military, to try and persuade the young men to down their arms. And this, we are succeeding. The main problem, I believe, for our region is unemployment of able-bodied persons. Nigeria, with a population of 180 million, 65% of that population is under the age of 35, and they are looking for jobs, any type of job to survive. But I'm confident that we are having the situation, and we are turning to agriculture and solid minerals, because we are lucky to have land, to have water, and to have resources. We assure our neighbors and members of this group, this sub-region of ECOWAS, and indeed of Africa, stability is within sight. Thank you very much indeed. Je vous remercie pour cette question. Mais permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements au gouvernement sénégalais, à Monsieur le Président Macky Sall pour son leadership et pour sa détermination à instaurer la paix et la sécurité dans notre sous-région, dans la région et dans le monde. Permettez-moi aussi d'adresser mes remerciements à tous les pays, à toutes les organisations qui ont choisi d'intervenir au Mali suite à la grave crise institutionnelle et sécuritaire que nous avons connue et qui œuvrent dans des conditions difficiles pour assurer la paix et la sécurité dans notre pays. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pieuse pour tous les soldats, ces combattants de la liberté, tombés sur le sol malien pour défendre un idéal, pour défendre le peuple du Mali. Je voudrais maintenant répondre à votre question. Vous souhaitez savoir si l'accord issu du processus d'Alger pour la paix et la réconciliation répond à l'attente de notre pays. La réponse est évidemment oui. Quand on sait que cet accord est bâti sur 4 piliers. D'abord, les réformes politiques et institutionnelles permettant d'associer toutes les populations maliennes à la gestion des affaires publiques. Deuxièmement, la sécurité, qui est aujourd'hui le fondement de toutes les actions, de toutes les opérations de développement. Le troisième pilier, c'est comment aujourd'hui améliorer les conditions de vie et d'existence des populations à travers des projets, des investissements, à travers tous ces programmes économiques. Le quatrième pilier, puisque le tissu social a été ébranlé
Comment aujourd'hui le reconstruire? À travers la réconciliation nationale, à travers une justice équitable, une gouvernance effectivement éprouvée. C'est aussi une attente pour le Mali. Cet accord est une chance pour notre pays. Quand on sait que tous les signataires qui ont décidé d'aller à la paix ont décidé d'y aller, mais tout en respectant l'unité du pays, l'intégrité du pays, sa forme républicaine et laïque. Il me plaît ici de dire que depuis la signature de cet accord, il n'y a pas eu le moindre affrontement entre les forces maliennes et les mouvements signataires. Mais il y a, malheureusement, des groupes qui ont choisi de ne pas aller à la paix et qui s'attaquent régulièrement, non seulement aux forces nationales, aux forces internationales, onusiennes, aux forces françaises de Barkhane et aux populations, et souvent même aux mouvements signataires, pour assouvir je ne sais quel dessein. Peut-être conviendrait-il maintenant de chercher à comprendre les vraies causes de ce qui nous arrive. Chacun sait que le terrorisme ne peut survivre que dans 3 conditions. Premièrement, l'existence de groupes actifs à travers le Sahel. Deuxièmement, l'existence des flux financiers énormes qui leur permettent d'acquérir des moyens impressionnants, des moyens importants. Troisièmement, c'est l'existence des réservoirs humains où ils peuvent continuer à puiser en direction des jeunes, en direction maintenant de toute partie de la population. Peut-être conviendrait-il, messieurs les chefs d'État, que cette réunion, qui est le creuset de tant d'espoir, puisse permettre au Mali, au moins de connaître davantage de paix et de sécurité, parce que nous avons, nous, bénéficié de la solidarité internationale de façon magnifique, de façon souvent émouvante. Que ce rendez-vous puisse nous permettre de nous attaquer plus aux causes qu'aux effets, et c'est ça notre espoir. Je vous remercie. Merci. Je profite de cette occasion pour remercier mon frère, le président Macky Sall, pour l'invitation pour ce forum. C'est avec plaisir que je suis ici comme chef d'État du Cap-Vert. Mais j'irai parler dans notre langue officielle, c'est le portugais. Et je crois qu'il y a la traduction, je crois, oui. Il faut faire attention à la traduction. Cabo Verde é pequeno país africano insular. E, felizmente, Cabo Verde até hoje não tem tido problemas muito relevantes. Por exemplo, do ponto de vista de ameaças terroristas. Do ponto de vista da segurança externa, Cabo Verde é um país que até agora não tem tido problemas muito preocupantes. Temos problemas mais de segurança interna e problemas derivados, sobretudo, do impacto do tráfico de drogas, mas também de ataques via marítima, problemas da segurança marítima. Mas isto não quer dizer que Cabo Verde esteja definitivamente fora dessas preocupações de luta contra esse tipo de crime organizado como é o terrorismo. E é por isso que temos sido sempre muito solidários com os países irmãos africanos e outros que têm sido vítimas do ataque terrorista, países como a Nigéria, o Mali, o Níger e outros países, dando o nosso suporte moral, o nosso suporte diplomático nas instâncias próprias. Nós, em Cabo Verde, temos defendido, é a nossa opinião, que nenhum país, por si só, conseguirá fazer face às ameaças
de segurança, as ameaças terroristas, outro tipo de ameaças. As respostas têm que ser articuladas, têm que ser globais. E numa primeira mão, numa primeira linha, isso importa a cooperação entre os Estados africanos e uma intervenção das instâncias africanas, União Africana e, no nosso caso, na nossa sub-região, a CEDEAO. Isso é muito importante e tem dado resultados palpáveis. Mas entendemos também que, dada a complexidade de alguns fenómenos, como o terrorismo, não podemos nunca excluir a necessidade da colaboração, da participação de outro tipo de instâncias internacionais e até de alguns parceiros não africanos, mas que se mostram sensibilizados para o problema. Falou-se agora o caso da França. Nós, em Cabo Verde, por exemplo, temos a colaboração muito eficiente, quase permanente, de alguns parceiros na luta, no controle das zonas marítimas, no combate à pirataria marítima e aos tráficos que passam pelo Atlântico. Temos parceiros importantes como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Espanha, como Portugal. E creio que não devemos ter qualquer tipo de dificuldade ou preconceito em relação a isso. É fundamental que a primeira linha seja interafricana ou intra-africana, mas no contexto em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, a colaboração e articulação com outro tipo de países e outro tipo de organizações também é fundamental. Obrigado. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants sur Africa 24.